Bonjour tout le monde. Bonjour. Peut-être que Bienvenue. bienvenue à cette deuxième séance. Si vous voulez nous dire encore dans le chat pour qu'on s'amuse un peu pendant qu'on attend, dites-nous d'où vous venez. D'où vous venez, de quel conseil, si vous êtes d'un conseil, de quelle province, pays. On aime ça voir les gens qui viennent de partout. OK, voilà. On a des gens du Sault-Sainte-Marie, Durham Catholic, Ottawa, Gatineau, Saskatoon, Saskatoon. Franco-Nord, Halifax. Bonjour Chantal. Bonjour Michel. Michel, Providence, fantastique. Owen Sound. Portage la Prairie au Manitoba. Owen Sound. Wow. Brant Haldeman, Norfolk Catholic. Castleman, Upper Grand. En Alberta, au Nouveau-Brunswick. On a une belle représentation partout ici, là. Orléans. Super. Fun. Si vous venez de vous joindre à nous, les gens sont en train de nous dire d'où ils viennent. Puis vous avez le lien de téléchargement pour les diapos puis les documents d'appui de cette séance. On va juste donner un 2-3 minutes pour que les gens se prennent peut-être une tasse de café ou un breuvage ou quelque chose pour finir cette journée en toute simplicité et dans le calme avec Michel et Alexandrie. Bonjour Nathalie Perrault. On aime voir les petits villages, les Valcarons, les Azilda, les Tunisie, les partout. Tunisie, c'est pas un village, mais voilà. Cornwall, Stouffville, Huntsville, Hamilton. Est-ce que vous voyez assez clairement à votre écran? C'est le moment de nous le dire pour qu'on fasse des ajustements à notre bout. Newmarket, c'est un peu comme Speak Now. OK. Bon, sans plus tarder, je cède la parole à Alexandrie. Bienvenue à cette deuxième rencontre d'une série de 4 rencontres bi-hebdomadaires qui portera sur les 7 gestes puissants intégrés à votre pédagogie pour placer l'élève au cœur de la réussite. C'est vraiment le fun pour nous de vous voir participer d'un bout du pays à l'autre et même ailleurs au monde, comme en Tunisie. Je suis Alexandrie Mador, psychologue au CSC Nouvelon, et je suis ici avec Michel Miner-Corriveau, professeur agrégé à l'École d'orthophonie de l'Université Laurentienne. Nous sommes accompagnés d'Una Malcolm, présidente de l'IDA Ontario, afin de nous appuyer en arrière-plan. Merci, Una. En tant que communauté, nous avons la responsabilité d'honorer, de soigner et de respecter tout ce que la création nous donne pour assurer notre survie. Cette terre non cédée, qui a été prise de force sans accord, continue d'être le foyer de tous les peuples autochtones, incluant les Inuits et toutes les personnes non autochtones qui s'y trouvent. Où que vous soyez, éparpillés à tous les endroits du globe ici réunis, je vous invite à réfléchir à notre responsabilité collective en guise de reconnaissance pour ce qui ne nous est que prêté. Cette reconnaissance nous rappelle nos responsabilités envers nos relations et les terres ancestrales sur lesquelles nous apprenons, partageons et vivons. On vous encourage de demeurer avec nous jusqu'à la fin de notre heure ensemble, puisque nous ferons un tirage pour plusieurs prix. En tout premier, une personne gagnera un sac rempli de trésors alphagraphes. Une personne gagnera une inscription gratuite au cours de fondements essentiels à l'enseignement de la lecture et de l'écriture, qui sera prêt à la fin octobre. En plus, nous avons 3 sacs à dîner avec isolation thermique. Nous portons du rouge aujourd'hui afin de souligner Market Red, la célébration canadienne officielle du mois de sensibilisation à la dyslexie. Pourquoi rouge? La dyslexie est un trouble d'apprentissage héréditaire qui rend difficile la lecture et l'écriture et l'orthographe. Le stylo rouge de l'enseignant peut donc être un rappel constant du manque de soutien nécessaire pour que les enfants réussissent. En octobre, la couleur rouge permet de sensibiliser le public à la prévalence de la dyslexie, ainsi qu'au travail à accomplir pour aider les 10 à 20 des jeunes atteints de dyslexie qui se sentent souvent frustrés et isolés. Pour en savoir plus et pour obtenir des ressources comme celle-ci, consultez le site dyslexiacanada.org. Cette infographie figure dans vos documents d'appui. Notre dernier webinaire a porté sur le premier geste puissant qui s'inscrit dans les 7 changements de paradigme qui révolutionneront vos pratiques et qui se traduiront en succès chez vos élèves. Aujourd'hui, nous en présenterons 2 autres.
En premier, Michel vous présentera le deuxième geste qui porte sur l'enseignement systématique et explicite des correspondances graphème-phonème et des correspondances phonème-graphème. Je vous reviendrai pour présenter les stratégies de dépannage en lecture qui prêtent attention au code. Merci, Alex. Nous voici à notre deuxième geste puissant. Enseigner la conscience phonémique avec intention au lieu de l'enseigner au hasard sans réfléchir au code. Les langues sont dites opaques lorsqu'il existe plus d'une façon d'écrire le même son ou plus d'une façon de lire les mêmes lettres. En français, on compte 26 lettres qui représentent 36 sons qui peuvent être combinés de 130 différentes façons pour créer des graphèmes différents. En anglais, ces mêmes 26 lettres représentent 44 sons pouvant être combinés de 250 différentes façons. Puis il y a même des graphèmes qui sont parfois voisés et parfois pas, ce qui n'arrive pas en français. Un outil illustrant les similitudes de prononciation entre ces deux langues a été créé pour vous dans Alphagraph et il figure dans vos documents d'appui. En tenant compte du sens, de l'étymologie et de la morphologie, plusieurs mots dans ces deux langues ne sont pas aussi exceptionnels ou irréguliers qu'ils ne le laissent entendre. L'enseignement explicite implique donner des directives claires et précises pour enseigner les correspondances lettres-sons ou les CGP. Cette méthode mène à des résultats favorables pour tous les élèves. Archer et Hughes présentent 4 éléments principaux de l'enseignement explicite. Pendant le premier élément d'enseignement explicite, l'enseignant planifie le contenu essentiel et décompose en petites bouchées ces éléments pour qu'elles soient faciles à digérer pour les élèves. Faciles à digérer. En deuxième lieu, on a la conception des blocs de littératie qui se fait étape par étape et suit un processus de transfert progressif des responsabilités. Cette approche à 3 étapes peut être utilisée pour structurer une seule leçon en une journée ou s'étaler sur plusieurs jours en fonction de la complexité du concept et des besoins de vos élèves. Je le fais, l'élève observe, donc l'enseignant modélise ce qui sera attendu de l'élève. C'est la première étape de ce modèle. Nous le faisons ensemble. L'enseignement est dispensé de sorte que les élèves apprennent le concept. Tu le fais. L'enseignant observe et guide ses élèves vers la réussite. Il est très facile de passer directement de la modélisation, je le fais, aux exercices autonomes, tu le fais, mais résister à cette tentation. Faire des exercices pour se pratiquer en collaboration avec ses élèves est l'une des étapes les plus importantes de ce modèle. Les élèves ont besoin de nombreuses occasions de s'exercer avec une rétroaction de la part de leur enseignant. La troisième composante de l'enseignement explicite, c'est l'enseignement lui-même. L'enseignant dispense à un rythme soutenu tout en suivant les élèves et en leur fournissant une rétroaction sur leur production. Il faut leur donner de multiples occasions de réagir et de participer. Enfin, l'enseignant donne aux élèves des occasions de s'exercer de manière significative et ludique. Pour en apprendre davantage, cette ressource d'Anita Archer et Charles Hughes est un incontournable. L'enseignement systématique des CGP dépend d'une planification soignée de ce qui sera présenté et explicité aux élèves en suivant une progression séquentielle. On ne laisse pas le destin décider de ce qui sera enseigné à partir d'un livre qu'on a choisi ou qu'un élève choisit sans avoir réfléchi au code qu'il contient. Autrement, ce serait comme si vous construisiez un gâteau à étages sans inclure tous les étages. Donc, ne présumez rien, puis enseignez tout. Privilégiez alors la progression des apprentissages qui tient compte de la facilité à apprendre le code de la perspective de l'apprenant. Elle se trouve dans l'annexe A du programme cadre révisé du ministère de l'Éducation de l'Ontario. En plus d'une séquence claire de compétences systématiques, ce que ça signifie, c'est ça signifie une connexion logique entre les compétences. Ce que les élèves ont appris, ce qu'ils apprennent et ce qu'ils apprendront. Au lieu d'enseigner une série de leçons isolées sur des compétences distinctes, les leçons doivent s'appuyer les unes sur les autres pour construire les savoirs. Ces outils permettent de bien étayer le contenu pour les élèves,
car il est d'importance primordiale de bien sélectionner et planifier les mots. Ces fiches préparées par le gouvernement de l'Alberta ont assemblé les 300 mots les plus fréquents dans la langue écrite en présentant les mots dont l'orthographe elle est très stable d'abord, c'est-à-dire qu'il y a peu de façons de lire les mots autrement. Ce guide vous permet d'identifier les mots les plus faciles à orthographier ou les mieux réussis de la première à la 5e année. Un seuil de 10 indique que le mot est facile à orthographier, alors qu'un seuil de 1 signifie que le mot est difficile à orthographier. Choisissez soigneusement les mots afin que tous vos élèves puissent réussir. Le document qui porte sur la stabilité orthographique présente les 500 mots les plus fréquents dans les textes, triés de façon différente, soit du plus facile à écrire au mot le plus difficile à écrire, soit du mot le plus fréquent au mot le moins fréquent, ou soit les mots sont triés en ordre alphabétique pour vous permettre de repérer ces mots plus facilement et de savoir s'ils sont faciles à écrire ou pas. Vous découvrirez plein d'autres trésors dans vos documents d'appui pour vous permettre de créer des listes de mots et faire des tris sur les mots pour préparer vos leçons d'enseignement explicite. En s'inspirant de Motes, vous pouvez voir les composantes d'une leçon explicite telle que proposée par Kamini. Vous pouvez modifier l'ordre de ces éléments. Des fois, il peut sembler utile de commencer par une période d'échauffement de ce qu'on entend, des sons, alors que d'autres fois, vous voudrez leur montrer le graphème écrit dans un mot en présentant l'objectif de la leçon en premier. Quoique vous êtes libre de modifier l'ordre, veillez à exploiter toutes les étapes pour l'enseignement explicite en réinvestissant le contenu abordé au fil de la journée ou même de la semaine en adoptant une approche cyclique de présentation des correspondances graphème-phonème. Vos documents d'appui contiennent des gabarits variés qui correspondront à vos styles et préférences différentes au niveau de la planification. Tous les gabarits contiennent les étapes essentielles à aborder lors de l'enseignement explicite. Un enseignement explicite, systématique et structuré est bénéfique pour tous, essentiel pour certains et nuisible à personne. Le tempo ou le rythme de présentation est important. Même les apprenants en difficulté profitent d'un tempo assez soutenu. Lent n'est pas forcément mieux. Il faut enseigner la base, réviser et revenir sur les concepts souvent. Suivez la progression alphographe et adoptez une approche cyclique en intégrant l'alphabet à des syllabes simples qui correspondent à ce que l'apprenant est en mesure de lire et d'écrire. En première année et jusqu'à la fin de la 2e année, puis parfois même au-delà, surtout dans des contextes d'apprentissage linguistique minoritaire ou en immersion, il est utile de présenter entre une correspondance graphème-phonème et demi par semaine. Les règles lexicales et syntaxiques seront présentées en privilégiant toujours ce qui est simple avant de présenter ce qui est plus complexe. Maîtriser les accords sujet-verbe lors des tâches d'écriture viendra beaucoup plus tard pour certains concepts. Cette semaine, des cartes pour travailler la morphologie ont été partagées dans la boutique Réussir. La séquence d'enseignement des règles lexicales et syntaxiques fondées sur la recherche seront partagées dans les 2 prochaines sections en voie d'élaboration dans Alphographe. Dans ces révisions des CGP enseignés, Kamini inclut généralement un exercice visuel, un exercice de fusion et un exercice auditif, ce qui oblige les élèves à récupérer leurs compétences et à les appliquer. Dans la vidéo suivante, Michel Courville démontre cet exercice en 3 parties avec des élèves de 2e année en immersion française. N'oubliez pas qu'il s'agit du début de l'année et que les élèves n'ont donc pas autant eu d'entraînement. Donc, patientez 2 secondes, je dois m'assurer de partager l'audio de ma vidéo. Donc, très bien. O, I, A, I, Bravo. Très bien. I, Tu sais pas celui-là. OK. O,
Oui, il y a U et il y a OU. C'est différent. Ça, c'est OU. Rrr. Wa, très bien. Ça, c'est quoi, Aiden? Wa. Ça, c'est sol. Très bien. Vol. Bol. Très bien. Ici? Bill. Oui, Bill. Vrai mot ou pas vrai mot? Pas un vrai mot. Ça, c'est? Bill. Un vrai mot ou pas un vrai mot? C'est un vrai mot. Le son est P, L. Très bien. Le son est L, L. Très bien. Et votre doigt magique? Le son est Merci à Michel. J'adore voir son interaction avec les jeunes. Donc, personne n'aime entreprendre des tâches lorsqu'ils imaginent qu'elles sont trop complexes, même pas nous. Alors, si nous voulons que nos élèves développent une affection pour la langue, il faut cesser d'alimenter cette fausse idée que le français est complexe. Le français et l'anglais présentent autant de complexité l'une que l'autre, mais à des endroits différents. En démystifiant les complexités et en simplifiant le code, les élèves auront moins l'impression d'être voués à l'échec avant même de commencer à entreprendre les tâches. La meilleure façon d'y arriver, c'est de maîtriser le code vous-même afin que vous puissiez l'enseigner à vos élèves et les soutenir dans leurs apprentissages. Établissez alors une routine pour donner les dictées. Comme Kamini préconise une approche « show what you know », il faut préparer ses élèves en leur disant exactement ce qui sera attendu d'eux. Vous leur dites exactement les CGP qu'ils auront besoin pour la tâche et les mots que vous incluez ne contiennent que ces CGP au début, sans intégrer d'exceptions, d'irrégularités ou d'éléments non enseignés. Il ne s'agit pas de leur demander de mémoriser les mots de la semaine. Si on ne les piège pas, les élèves seront en mesure de réussir. Des routines prévisibles et motivantes peuvent bien disposer les élèves à nous montrer ce qu'ils savent faire. Hey Alex! Hey, quoi? Hey Alex! Hey, quoi? Hey, quoi? Montre-moi comment tu écris ça. Ah oui? Montre-moi comment tu lis ça. OK. 1, 2, 3, 4. Montre-moi comment tu épelles ça. OK, je te montre. Donc voilà, on peut changer la directive, mais on va être spécifique. Une fois bien préparés, les élèves seront motivés par leur réussite et votre tâche sera rendue beaucoup plus facile. Soyez précis, adaptez cette chansonnette à vos tâches, puis on peut remplacer le verbe par ce que vous voulez faire. Vous avez un exemple devant vous de ce qu'on ferait pour écrire des mots ou des courtes phrases. Donc, il y a des activités qui se passent en salle de classe qui ont le seul et unique but d'engager l'élève à son apprentissage. C'est important. Kamini suggère d'utiliser des sacs de fermeture à éclair avec du gel pour les cheveux, pour tracer les lettres minuscules, car ce sont les lettres qu'ils verront et utiliseront le plus souvent lorsqu'ils liront et écriront. Une ergothérapeute que je connaissais utilisait de la crème à raser et des grands rouleaux de papier sur lesquels les élèves traçaient des lettres. Donc, vous n'êtes limité que par votre imagination. Toutefois, toute activité multisensorielle n'est pas équivalente. Les seules activités qui devraient être privilégiées pour enseigner le code doivent être directement reliées d'une façon ou d'une autre au code. Donc, colorier les lettres ou placer les élèves en rang dans la forme d'un L n'a rien à voir avec la correspondance graphème-phonème. L'idée des théories de multiples intelligences, comme celle de Gardner, est désuète. Donc, en réalité, chacun d'entre nous faisons appel à plusieurs styles d'apprentissage à différents moments. Donc, nous avons tous ces styles-là dans notre personne. Un exemple, c'est qu'une chanson s'apprend mal
en lisant uniquement les paroles. Donc, il faut entendre la musique. Donc, si on est un apprenant visuel, voir la chanson, ça ne nous aide moins ou pas. En apprenant à faire du sport ou à maîtriser une danse ou des formes de taekwondo, il faut s'exercer à faire les gestes et les mouvements sur le terrain de jeu, car il ne suffira pas de lire les directives sur ce qui doit se passer sur papier. On doit entraîner la mémoire motrice. Donc, on apprendrait peu en regardant faire les autres à la longueur de journée. Pour reformuler les propos de Nita Archer, on n'apprend rien assis sur les gradins. Tout le monde fait tout. Ne vous fiez pas uniquement aux mains levées. Cherchez à rendre l'apprentissage plus interactif pour tous vos élèves. Archer recommande de viser 3 à 5 réponses par minute pour améliorer l'engagement des étudiants et les résultats d'apprentissage. Pour faire accroître l'engagement de vos élèves, vous pouvez leur demander d'utiliser des gestes ou des signaux de la main pour répondre aux questions que vous posez au groupe en entier. Ils peuvent montrer leurs réponses sur des tableaux blancs ou peuvent utiliser leurs doigts ou en vous montrant des cartes de réponse. Vous pouvez faire de la lecture inclusive, de passage, soit la lecture ou épeler en chœur. Donc, dans la vidéo qui suit, vous allez voir comment tous les élèves sont appelés à participer ensemble. Dans cet exercice intensif sur les voyelles, chaque élève place devant lui ou elle 5 petites tentes en ordre alphabétique. Ensuite, l'enseignante prononce un son, une syllabe ou un mot, et les élèves déterminent le son de la voyelle et le tiennent dans l'air ou le mettent de l'avant. Les élèves de la première et de la deuxième, dans la classe de Mme Jessica Ortega, ont eu la consigne de chercher un son dans une syllabe. Donc, lorsque je dis une syllabe, je te dirai le son que je cherche et tu me diras quelle voyelle représente ce son. Voyons ensemble cette vidéo. Son est D. La voyelle est I. Le son est Va. La voyelle est A. Le son est V. La voyelle est I. Le son est Do. La voyelle est O. Alors, le geste 2 nous invite à continuer à faire des activités efficaces de travail, d'études sur les mots pour la mise en œuvre des compétences enseignées auparavant. Morphographe a été lancé. C'est un outil puissant dans vos enquêtes de mots. Puis le continuum des règles lexicales et syntaxiques axé sur des recherches sera disponible très prochainement. Abandonnez les approches d'enseignement aléatoires, laissées au hasard. Le code doit être enseigné et cet enseignement se planifie. Vos documents d'appui comprennent une liste exhaustive des pratiques à mettre de côté, gracieuseté de Dr. Stephanie Stoller. Cherchez à présenter le CGP en progressant toujours de ce qui est simple vers ce qui est plus complexe. Nous voilà rendus au geste puissant numéro 3 qui nous incite à enseigner des stratégies de dépannage à nos élèves à partir du code et non à partir de l'analyse de méprise, the 3 Queuing System, tel que préconisé dans les anciennes grilles GB+. Geste 3 soutient la recommandation 27A du rapport sur le droit de lire de la Commission ontarienne des droits de la personne. Éliminer toute référence aux indices, au système d'indices et aux stratégies de conjecture, c'est-à-dire arrêter d'encourager l'élève de deviner le mot à partir de l'image, à partir de la première lettre ou à partir de mots-clés dans le texte. Pour reprendre en français les mots de Mark Seidenberg, pour lire un mot, le meilleur indice, c'est le mot lui-même. On a beau exploiter les meilleures ressources, mais ce qui a le plus grand impact sur la réussite de l'élève, c'est l'effet enseignant. Vous faites toute la différence. Le succès de vos élèves dépend de la rétroaction corrective immédiate que vous leur donnerez et pour ça, vous devez être précis. Dites-leur ce qu'ils ont réussi à faire et donnez-leur du soutien pour les amener à surmonter ce qui les a mis au défi. Misez sur le texte. Indiquez à l'élève la partie du mot qu'il n'a pas entendu
et donnez-lui le temps d'énoncer le son correct. Il est permis de lui fournir un indice verbal s'il ne se souvient pas. On peut dire par exemple, « Tu te souviens du son que fait la lettre S au début du mot? » Encouragez l'élève à fusionner les sons. S'il éprouve toujours des défis, revenez à l'étape 1 en prêtant attention à la partie du mot qui pose problème. Le signet Guide de la rétroaction efficace en lecture est disponible dans vos documents d'appui et dans la boutique Réussir. La prochaine vidéo de Michel Courville illustre bien ces 3 stratégies. Samy est sur sa moto. La moto sert Encore? est Merci. répétée. Lisa. Et Ah, ça c'est quoi? a Oui, alors, essaie encore. Rapide. Encore? Rapide. Tom est ami et Est-ce qu'on dit le S ici? Non, ce mot-là est spécial. Tom est ami de Sam. Regarde. Ah, Tu vois? ami. Samy, c'est ça. L'ami de Samy. Samy. Celui-là, il est nouveau. I. Oui, AI ensemble fait est. Oui, tu vas voir ça prochain. Fait. Allô. Allô. Samy, fait. Allô. Allô, c'est ça. Pour développer les habiletés de décodage des élèves, les enseignants peuvent les encourager à suivre le mot du doigt en gardant les yeux sur le mot et les aider à segmenter des mots multisyllabiques plutôt que d'encourager les élèves à deviner. Les adultes à la maison peuvent être encouragés à faire de même. Voici un signet que vous pouvez envoyer à domicile. Nous allons également en préparer un en anglais pour les parents anglophones. Une astuce pour segmenter les mots multisyllabiques se situe sur ma chaîne YouTube où je modélise avec mon petit de maternelle comment décoder et encoder des mots plus longs lorsque toutes les règles n'ont pas encore été abordées. C'est même plus simple qu'en anglais. L'utilisation de tableaux de fusion permet aux élèves de concentrer leur attention sur les différentes parties des mots. Cette activité oblige les élèves à lire les mots isolément, ce qui est particulièrement utile pour ceux qui ont l'habitude de deviner. Au geste 1, un moyen très abordable de travailler la fusion à partir de matériel peu dispendieux a été présenté. On peut le télécharger dans la boutique Réussir. Vous pouvez acheter des planches à fusionner ou les fabriquer vous-même. Vous pouvez également utiliser un cartable comme l'a fait Kim Lockhart, enseignante d'immersion à Limestone District School Board. Ou vous pouvez utiliser une version électronique. David Kilpatrick suggère d'utiliser des mots qui se ressemblent pour développer l'habitude mentale d'observer chaque lettre d'un mot. Vous pouvez utiliser les cartes fournies dans notre source intitulée « Les lettres miroirs » ainsi que les fiches de mots fréquents pour que les élèves s'exercent à ces capacités. Donnez aux élèves de nombreuses occasions d'épeler les mots et encouragez-les à dire les sons des mots lorsqu'ils les écrivent afin de consolider les correspondances entre les sons et les lettres. Par exemple, les élèves disent « l, a, k » en écrivant les lettres L-A-C. Rappelez-leur que leur bouche doit correspondre à la lettre qu'ils écrivent. En d'autres termes, ils doivent s'assurer qu'ils prononcent le son en même temps qu'ils écrivent les lettres correspondantes et non pas légèrement en retard ou en avance. Suivez une progression des apprentissages claire allant de ce qui est plus simple à plus complexe. Et on a aussi parlé de l'importance d'établir des routines. Alors, chanter, bouger. Aussi, déléguer progressivement les responsabilités. Je fais, nous faisons, tu fais. Aussi, utiliser des moyens engageants et interactifs. Donnez à tous vos élèves
de nombreuses occasions de réagir et de montrer ce qu'ils savent faire. Alors, le geste 3 nous invite à continuer à fournir un appui aux élèves lorsqu'ils rencontrent un mot inconnu. On nous implore de cesser de recourir aux images et aux indices contextuels pour les mots et de viser à mettre l'accent sur le code lorsque les élèves lisent les mots. Oh, beau foulard, Merci. Michel. La journée d'éveil du trouble développemental du langage, ou le TDL, est demain, le 20 octobre, et a comme but de sensibiliser les gens à ce trouble invisible qui est méconnu. Pendant cette journée, les personnes dans les écoles sont encouragées à porter du mauve et du jaune pour sensibiliser la population. Plusieurs icônes seront aussi illuminées dans ces couleurs cette nuit, dont la tour CN et les chutes Niagara. L'équipe d'orthophonie au CSC Nouvelon ont préparé des informations ainsi que cette super belle exposition de ce trouble qui affecte le niveau de l'expression verbale et la compréhension du langage, et ce, dans toutes les langues qu'une personne apprend. Donc, quelqu'un qui est bilingue va avoir de la difficulté tant en français, par exemple, qu'en anglais. Selon les recherches, une personne sur 14, en moyenne, 2 élèves dans une classe de 30 est atteinte d'un TDL. C'est aussi commun que la dyslexie et beaucoup plus commun que l'autisme. Le TDL entraîne des difficultés de lecture chez 50 à 70% des élèves. Pour en savoir plus, consultez la chaîne YouTube à Chantal Maillé-Crittenden, professeure agrégée à l'École d'orthophonie de l'Université Laurentienne, et vous trouverez plusieurs vidéos qui portent sur le TDL. Ceci nous amène à la fin de notre deuxième séance. Revenez jeudi, le 2 novembre, pour notre prochaine séance où nous examinerons les gestes puissants 4 et 5. La session d'aujourd'hui a été enregistrée et sera disponible à partir de la chaîne YouTube d'Only quelque temps la semaine prochaine.